Ce podcast vous est proposé par Budo Édition en partenariat avec le Vestiaire Amo. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Budo Édition. Et aujourd'hui, c'est le premier épisode de Martial Azur. On est au Vestiaire Amo. C'est une librairie et un espace de coworking à Nice qui vous accueille tous les jours. Nous sommes en compagnie de deux judokas de Cagnes-sur-Mer. Monsieur Alain Bini, qui est 7e dan de judo, si je ne dis pas de bêtises, et Florence, je crois que vous êtes 3e dan de judo. Donc je vais vous laisser vous présenter brièvement. Donc Alain Bini, 84 ans. Effectivement, vous avez dit, 7e dan, diplômé d'État depuis 71, professeur de judo à Cagnes-sur-Mer depuis 70, et toujours, mais pas le professeur principal. Maintenant, c'est Florence qui est le professeur principal. Florence Carré, j'ai 48 ans, ceinture noire 3e dan, je suis diplômée d'État depuis une quinzaine d'années. Et voilà, je suis enseignante au Judo Club de Cagnes-sur-Mer avec Monsieur Bini et Mounir El Mosaïd qui nous assistent. C'est donc un club particulier puisqu'il y a 3 enseignants, c'est assez rare dans un club. La première question que j'aurais aimé vous poser à tous les deux, c'est la question la plus simple, c'est quoi le judo? Si vous deviez résumer en quelques mots, Monsieur Bini, en faisant court. C'est un piège, c'est un piège. Le judo, c'est une discipline qui se veut martiale, qui a un peu viré vers la compétition. J'espère que ce sera que momentané, mais qui n'est pas uniquement un sport. C'est une méthode d'éducation, puisque c'est ce que voulait le fondateur au départ, c'est-à-dire fabriquer entre guillemets, disons aider à devenir de bons judokas, citoyens, autonomes, responsables et utiles à la société. Florence? Il a tout dit, comme souvent, mais après, je rejoins Alain sur le côté éducatif du judo, bien évidemment, et j'ai tendance à comparer le judo avec un compagnon de route, en fait, qui est pas loin et qui vous influence dans vos comportements, dans votre vie de tous les jours et avec les autres aussi. Donc c'est pas seulement une pratique physique? Pas que. Pas que. Et si on va dire qu'il y a des néophytes qui nous regardent, eux ils connaissent le judo parce que en France on connaît le judo, c'est une des disciplines les plus pratiquées en France. Je crois que l'année dernière ils ont eu 590 000 licenciés, la Fédé, donc c'est quand même quelque chose d'assez gros. Et on a l'impression de connaître le judo, souvent quand on ne pratique pas, mais en fait, on se trompe sur beaucoup de choses. On se trompe sur la technique qui est pratiquée, on se trompe sur l'esprit qui est actif dans les dojos, on s'échange des idées, on s'échange des préceptes. C'est pas simplement une pratique physique, d'après ce que j'ai compris. Et vous, comme vous enseignez aux enfants et aux adultes, vous avez dû voir ça. Vous avez dû voir que les gens qui viennent, souvent, pensent découvrir quelque chose, mais en fait se trompent totalement. Sur quel sujet ils se trompent le plus souvent? Alors, c'est certain que beaucoup de gens sont passés par la case du judo. Les parents les parents qui nous amènent leurs enfants, les grands-parents ont déjà fait du judo, donc ils ont déjà un petit peu une idée de ce que c'est. Après, nous, on passe beaucoup de temps à essayer d'expliquer les choses aux parents qui nous amènent leurs enfants. Et on s'aperçoit effectivement qu'ils ont une idée très vague de ce qu'est le judo. Parfois, certains, c'est lié à une certaine agressivité, une certaine violence. D'autres assimilent ça à des valeurs éducatives. Ça, c'est très, très présent dans le judo. Après, dans la pratique physique, de toute façon, c'est un sport aussi. Donc, c'est un exutoire. Ça permet de se dépasser, de performer. Et ils s'aperçoivent que, je pense que là où ils se trompent très souvent, c'est sur la nécessité d'avoir des gestes précis et qualitatifs pour que ça puisse être efficace. Alors, nous, on n'est pas très attachés au nom. C'est pas Uchimata, c'est Haraguchi, on s'en fiche de ça.
On peut en discuter, mais c'est pas très important. Par contre, on sait qu'il y a tout un tas de gestes et des détails très importants, gestuels, pour arriver à une certaine efficacité et donc à un plaisir de la pratique. Voilà. Et c'est sur ça qu'ils se trompent le plus, Monsieur Bigny. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que leur première erreur, c'est de penser que c'est un sport, éventuellement un sport-spectacle, et c'est évidemment qu'ils sont à côté de la question, quoi. On va dire que c'est un art martial, donc c'est à la fois une méthode de formation du corps et de l'esprit. Mais est-ce que c'est pas ce qu'est le sport par définition? Je pense que c'est pas réservé au judo, effectivement. Si c'est ça que vous voulez dire, bien sûr. Mais la part dédiée à l'esprit est peut-être un petit peu plus importante chez nous, donc au judo, je veux dire, que dans d'autres sports. Le sport qui, à mon sens, se rapproche le plus sur le plan de l'esprit, c'est le rugby. Ok. Qui pourtant est très différent, parce que le rugby, c'est... Mais c'est un sport de combat. Pratiquement, on peut en parler effectivement. Et quel serait le sport le plus proche du judo, justement, selon vous? Qui serait soit un art martial, soit un sport de tous les jours? Un sport qui serait proche philosophiquement ou techniquement? Le rugby? Pour moi, le rugby. Florence? Alors, moi, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Je parlerai du surf. Ça alors? Le surf en mer, à l'océan plutôt. Parce que personnellement, c'est le sport qui me rince tout autant qu'après un entraînement de judo, physiquement et mentalement. J'ai la même sensation. Et il y a une espèce de... Comment dire? Il n'y a pas de médias, si vous voulez. Dans le judo, il n'y a pas de médias, il n'y a pas de distance. Il y a un contact physique avec l'adversaire, avec le partenaire. Et donc, on a les sensations qui sont développées dans ces cas-là. On est confronté très vite à ses limites, mais aussi à ses aptitudes, ses capacités. Et quand on est confronté à des éléments naturels, comme le surf en mer, par exemple, c'est pareil. Là, les sensations sont exacerbées et vous êtes aussi confronté à vos propres limites. Il y a un côté extrême en fait qui est que j'apparente moi avec. Okay. Voilà. Alors c'est un dojo à ciel ouvert, même à mer ouverte, parce que c'est pas du tout la même pratique, mais par contre ça se rejoint sur un point, c'est l'équilibre. Le surf dépend énormément du sens de l'équilibre. Alors moi je fais pas de surf du tout, mais je suppose que trouver son équilibre sur la planche quand les vagues oscillent, c'est déjà très difficile, de la même manière que de rester stable quand un adversaire essaye de nous déstabiliser. Moi, je tiens pas encore sur la planche bien comme il faut. Hein. Comme je vous ai dit, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Et on parle très souvent avec Alain dans le dojo de trouver l'équilibre dans le déséquilibre. Si on est figé au judo, on peut rien faire. Il y a pas de dynamique. Vous pouvez pas utiliser la force de l'autre ou ses déplacements ou même votre propre corps. Et oui, effectivement, quand vous êtes sur l'eau, ça bouge. Donc, il faut trouver un équilibre dans un déséquilibre. Ouais. Ok. Et ces derniers temps, on a vu beaucoup de judokas débuter tôt, le judo, de plus en plus tôt. Ces dernières années, ça commence... il y a les baby judo, je crois que ça commence à 3 ans, quelque chose comme ça. Alors nous, c'est pas avant 4 ans. Ok, donc c'est quand même Mais très c'est quand tôt. même très jeune. Il y a eu une époque que M. Bigny a bien connue, dans laquelle les dojos s'étaient remplis de jeunes entre 20 et 40 ans. Il y avait très peu de gens en dessous de 20 ans. Un petit peu plus tôt, à partir de 15-16 ans. Ah oui, c'était déjà donc des adolescents qui peuplaient les dojos. Voilà. Et maintenant, c'est des enfants de 3, 4 ans, 5 ans. Est-ce qu'il y a un vrai judo différent qui se développe ou c'est simplement la pédagogie qui s'est adaptée? Ah, M. Bigny a beaucoup à dire. Oui, j'ai beaucoup à dire parce que ça part de là. Je veux dire, il se trouve qu'on a une population qui a rajeuni. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette population? La majorité des clubs se servent de cette population pour avoir des licences supplémentaires. Ouais. Certains trouvent des exercices gymniques, etc., qui sont sympathiques. Mais qu'est-ce qu'on veut? Je veux dire, qu'est-ce que nous, professeurs, on veut donner ou on veut faire devenir un élève qui commence à 4 ans? Je veux dire, quand on réfléchit, pour exécuter un mouvement de judo,
en premier lieu, on va mettre le partenaire en déséquilibre. Il faut des bras, même pas énormément, mais il faut quand même que les muscles fonctionnent. Donc il faut faire le nécessaire pour avoir des bras. Toujours en respectant l'âge, voilà. Quand vous avez déséquilibré votre partenaire, vous allez passer en dessous, dans la majorité des cas, soulever, et une fois que vous avez soulevé votre partenaire, il est en état d'apesanteur, comme les cosmonautes. Ouais. Et je ne dirais pas qu'on en fait ce qu'on en veut, mais presque, je veux dire, il n'a plus de contact avec le sol. Donc pour le soulever, il faut des cuisses. Donc, on va apprendre à ces enfants à avoir des bras, avoir des cuisses, à s'en servir. Parce que c'est bien joli d'avoir des muscles qui grossissent, mais à quoi ils servent ? Il y a les culturistes qui connaissent ça très bien, quoi. Ça ne sert à rien. Justement, ça fait partie des idées reçues sur le judo, c'est que quand on maîtrise bien la technique, on n'a besoin d'aucun muscle. C'est une idée reçue que j'ai beaucoup entendue. C'est que le judo est un sport où la technique prédomine sur le muscle. Si vous suivez ce qui a été dit au sens littéral, oui, vous avez bien raison. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Je veux dire, l'idée c'est d'utiliser un minimum d'énergie pour avoir un maximum d'efficacité. Ouais. Pour ça, c'est simple. C'est utiliser en partie la force de l'adversaire. Mais pour utiliser en partie la force de l'adversaire, il faut provoquer la force de l'adversaire. Donc, pour le provoquer, il vous faut bien un petit peu de force quand même. Oui, je vois. Parce que selon le partenaire ou l'adversaire que vous avez, s'il est grand, il va falloir que votre geste soit suffisamment, comment dirais-je, important pour créer cette réaction. Et ce sera d'autant plus difficile que le gars pèse 100, 120, 130, 140, 150 kilos. Donc, il faut, mais la finalité, c'est-à-dire le moment où on le jette, on ne doit pas avoir à l'arracher. Ouais. Donc, c'est pas de la lutte. C'est pas de la lutte gréco-romaine. Voilà. Ni la lutte libre non plus. Je veux dire, oui, bien sûr. Bien sûr. Et c'est pas justement, Florence, je reviens vers vous, une des choses sur lesquelles le grand public se trompe le plus. Je pense que vous avez aussi des adultes, débutants, qui arrivent parfois au judo et qui sont surpris de voir que c'est un sport qui est très physique. Il y a quand même une particularité chez les ados et les adultes, c'est la volonté de se prouver que l'on est fort, physiquement fort, et que ils cherchent l'efficacité tout de suite en fait. Ouais. C'est rassurant et c'est un repère. Voilà, c'est un repère. Après, la difficulté, c'est d'essayer de leur faire comprendre qu'ils ont aussi un corps qui a des sensations. Et que ces sensations permettent de trouver des clés, en fait, autres que la force. Oui, Monsieur Beaujean, vous avez peut-être connu Monsieur Beaujean, Jean Beaujean. Non, je ne l'ai pas connu. Je connais le nom, je connais... Il disait souvent « le corps pense ». Ah, bien sûr. Ça vous semble une évidence? Ah oui. Mais oui. C'est pas tout à fait évident pour les gens qui pratiquent pas le judo. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire? C'est difficile, c'est très difficile. Parce que les sensations, enfin, si je reviens, excuse-moi là, je reviens un peu sur les sensations. La sensation ne va pas être la même face à une même situation pour vous, pour moi ou pour un autre. Donc c'est très difficile quand on est professeur d'essayer de trouver, de verbaliser ça en fait. Mais c'est pas impossible et c'est là aussi où ça fait l'intérêt de notre métier. Et puis ce qui est intéressant, c'est que, enfin en ce qui me concerne, moi j'ai jamais voulu me mettre derrière des barres en fonte parce que je voulais pas ressembler à moi, je vais prendre ma référence de vieille gnoc à Schwarzenegger, par exemple. Mais par contre, je sais que les répétitions des gestes au judo m'ont permis d'avoir une musculation judo, on va dire ça comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je fais des randonnées en club avec des messieurs qui ont besoin de se rassurer avec de la force, des fois, ils sont pas très contents parce qu'ils sont battus par une fille, en fait, qui est moins forte physiquement. Mais c'est vraiment notre travail, c'est ça, en fait. C'est d'essayer de faire passer des messages qui sont proches des principes du judo, comme l'a dit Alain. Hein.
Alain, d'ailleurs, les principes du judo, les messages, c'est ce qui vous importe le plus en réalité. La technique en elle-même importe moins. Si vous permettez, je voudrais revenir sur le sensation. Sensation, je vais vous donner un exemple. Moi, je suis d'une génération où on dansait à deux. C'est-à-dire, chacun ne dansait pas la sienne. On recherchait l'harmonie avec le ou la partenaire, hein, selon qu'on est un homme ou une femme. Et cette recherche d'harmonie ne pouvait pas aller sans une recherche de sensations, l'analyse des sensations. Je veux dire, la musique sur laquelle vous dansez, soit c'est une musique langoureuse du style rumba par exemple, des trucs comme ça qui sont très ondulatoires, je veux dire, mais si vous dansez un rock'n'roll, c'est un petit peu moins ondulatoire, mais il y a une connivence qui se produit avec votre partenaire, que ce soit homme ou femme, c'est pareil. Et je pense que le judo, c'est une danse à deux. C'est une danse à deux. Et quand on provoque la sensation, on ne peut provoquer une sensation qu'à partir du moment où on a soi-même des sensations. Donc c'est à la fois une stratégie, parce qu'on parle de combat quand même, c'est à la fois une stratégie, mais c'est aussi une recherche de la compréhension de l'autre. Oui. Ok, parce que c'est pas ce qu'on voit à la télévision. Moi, je me mets à la place du grand public. Je pratique très peu le judo, je le vois surtout à la télé. Et à la télé, on voit des combats de judo qui sont très loin de ça. Alors, pour vous mettre, pardon, tu permets, pour vous mettre à l'aise, je regarde plus le judo. À la télévision, donc. À la télévision. Mais ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. C'est à l'encontre des principes même du judo. Et je comprends pourquoi, je comprends le cheminement, mais je peux comprendre et ne pas admettre. Ouais. D'accord ? Et je crois que c'est à cause des règlements. Florence, vous formez les jeunes pour aller en compétition parfois, donc vous les formez en fonction d'un certain type de règlement ? Alors, pas du tout. Pas du tout. En fait, oui, je vais à des stages d'arbitrage, je continue à me mettre à la page sur le sujet, mais avant toute chose, je veux que les élèves aient envie d'aller en compétition et plaisir d'aller en compétition. Pour moi, c'est important qu'ils aient envie d'aller se chougner avec l'envie de gagner. Le résultat est plus ou moins important selon la catégorie d'âge et l'enjeu, mais qu'ils aient du plaisir à y aller. Non, on aborde très peu le règlement. Alors oui, on l'aborde parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, mais tu prends la manche, tu prends le revers et tu le mets sur le dos, ou quand tu es au sol, tu l'immobilises. On leur donne les outils pour ça, pour qu'ils y arrivent, mais on aborde très peu. Là, il y a la sortie de tapis, là tu vas lui faire prendre un shido parce que tu le pousses en dehors. Enfin, alors non, c'est marrant on n'est parce pas que du tout là-dedans. On voit que vous êtes tous les deux issus d'un club plutôt traditionnaliste. Parce que j'ai parlé avec des professeurs d'autres clubs qui me disent que la première réunion qu'ils ont au début de l'année, c'est une réunion avec les compétiteurs en leur disant, alors voilà, cette année, il y a ça qui a changé, il y a ça qui a changé, ça on peut utiliser à bon escient si on fait ça. Ils sont malins. C'est vraiment... Alors, c'est un passage... la compétition, on incite nos élèves à en faire parce que c'est un sport de combat. Donc, la vérité, c'est le combat. La finalité, c'est le combat. Donc, on incite à le faire, surtout quand ils sont jeunes. C'est pas quand on est âgé et vieux que c'est plus compliqué. Ouais. Mais... Encore une fois, il faut qu'ils aient du plaisir et qu'ils aient conscience qu'ils ne peuvent avoir du plaisir que grâce à l'autre, quelque part. Si l'autre n'est pas là, ils ne peuvent pas avoir de plaisir. Et pour reprendre ce qu'on disait par rapport à l'autre, justement, c'est quand on est judoka, moi je me souviens, je ne sais pas si c'est Alain qui me l'avait dit sûrement, ou d'autres professeurs, je ne me souviens plus exactement, mais il disait, quand vous faites du judo, au départ, vous faites du judo pour vous. Ouais. Ensuite, vous faites du judo avec l'autre. Et enfin, vous faites contre l'autre. Donc, cette progression vers la compétition, en fait. Et tout ça, ça prend du temps, en fait. Donc, nous, on n'est pas pressés. On n'est pas sur un rythme de championite aiguë pour avoir des résultats très tôt chez les benjamins, minimes. On pense que c'est intéressant à partir de cadet, encore que
la croissance fait qu'il faut faire attention à ce que l'on fait. Mais oui, à partir du junior, senior, là oui, ça devient intéressant. Mais avant tout ça, il y a tout un travail que nous, professeurs, on doit mettre en place pour qu'ils soient armés et prêts à aller s'affronter, quoi. C'est une méthode qui est très 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 pensée. C'est-à-dire qu'on pense comment on va faire pour former bien les gens. Il y a une méthode plus empirique, c'est-à-dire qu'il y a des professeurs qui envoient leurs élèves faire 1 milliard de compétitions et ils se disent, en faisant, ils vont répéter. Après, au début, ils vont se faire battre. Ça tient la route. Et puis, c'est plus empirique. Mais on voit bien que les clubs plutôt compétitifs, ou en tous les cas les clubs qui vivent parce qu'ils ont des résultats en compétition, moi je vois surtout sur la Côte d'Azur, il y a des clubs, on les voit dans les journaux très régulièrement. Pourquoi? Parce qu'ils envoient 50 élèves en compétition, ils vont bien en avoir 2 ou 3 qui vont... Dites-moi. Le petit problème dont vous ne parlez pas, c'est que ces élèves, dans la majorité, n'ont pas été formés par eux. Alors, il y a ça sur les catégories d'âge à partir de cadet, c'est souvent le cas effectivement. Ça devient un peu comme le football, on recrute en judo. Les gens ne savent pas, d'ailleurs, le grand public n'est pas au courant. Les clubs de judo, c'est un peu comme les clubs de foot, finissent par recruter. Mais aussi, je pense, par dépit des petits clubs. Parce que j'ai rencontré beaucoup de profs de petits clubs qui, eux, n'ont pas les moyens financiers de supporter le coût de toutes les compétitions à faire. Et donc, ils envoient leurs élèves dans des plus gros clubs qui, eux, peuvent pratiquer en compétition. Mais quand vous avez un individu qui sort de l'ordinaire parce qu'il est meilleur que les autres dans son apprentissage, et ça se voit très très vite, ouais. Si vous n'y prenez pas garde, il vous vide le club. Je vois que c'est l'expérience qui parle. Absolument, absolument. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire arriver à trouver un moyen terme pour qu'il continue et éventuellement partage ses qualités naturelles dont il n'a pas forcément conscience, mais à force de lui en parler, il finit par prendre conscience, mais pour partager avec les autres et faire que les autres le rattrapent un temps soit peu. Donc il fait monter le niveau, fantastique. Mais comme la période était quand même, depuis quelques lustres, à l'individualisme, il n'en a rien à foutre des autres. Oui, donc c'est un petit peu la lutte d'ego qu'on voit beaucoup dans les arts martiaux. Il y a beaucoup d'ego dans les arts martiaux. Et je vois bien que quelqu'un de plus fort va souvent utiliser cette force pour son propre ego en mettant des branlées à tous les autres dans le club. Absolument. C'est pour ça que je vous dis, il vide le club. Ouais. Parce que les autres gamins qui n'arrivent pas à être à la hauteur, en tous les cas sur le moment, ils ne se rendent pas compte qu'en prenant plus de temps que l'autre, ils vont arriver au même résultat. Mais ils n'en ont pas conscience. C'est pas possible. C'est difficile de leur donner conscience. Et puis, c'est difficile d'avoir conscience de ça pour des gamins. Un gamin, il voit le truc binaire et il se dit... Non? Non. Je pense que c'est devenu de plus en plus difficile de concevoir. Mais c'est pas plus difficile, c'est une question d'éducation. Si vous êtes éduqué avec la pensée principale, j'ai besoin des autres pour progresser, et les autres ont besoin de moi, si vous êtes formé comme ça, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Par contre, si on encourage son individualisme, alors il y a problème. Et on voit bien que les grands champions, ils sont plutôt individualistes. Je vois les gens qui vont à l'INSEP, quelques sports confondus d'ailleurs, que ce soit judo, karaté, cyclisme ou quoi que ce soit, c'est chacun pour sa gueule, il n'y a pas de... Qu'est-ce que c'est un grand champion pour vous? Un grand champion, c'est quelqu'un qui a réussi sa carrière sportive. Et ça veut dire? Et ça veut dire quelqu'un qui est allé au moins au championnat du monde. Le championnat du monde, c'est quand même quelque chose en judo, parce que c'est très difficile d'y accéder. Moi, je résume ça en disant un champion, c'est celui qui gagne. Oui, c'est vrai aussi. Voilà. Vrai. Par contre, rares sont les champions, il y en a, qui se soucient de la manière dont ils ont gagné. C'est vrai peut-être, c'est vrai. Je pense que maintenant, comme ils sont formés, parce que quand ils vont à l'INSEP, ils vont souvent en STAPS en même temps, donc dans les universités du sport. Oui, et je pense qu'ils sont quand même mieux formés qu'avant. Ils ont conscience de la pédagogie qu'ils utilisent, des systèmes d'entraînement qui sont meilleurs que ceux d'avant. Je pense qu'ils ont plus conscience de ce dont ils ont besoin personnellement, mais effectivement, ils ont moins conscience d'avoir besoin des autres. Juste une parenthèse. Vous avez dit, ils sont à l'INSEP et généralement ils sont en STAPS. Oui. D'accord. Moi je suis fier
que 70% des ceintures noires que j'ai pu accompagner pour le devenir, 70% ont fait des études de haut niveau. Il n'y a pas un STAPS. Vous les avez dégoûtés du sport, monsieur Vignier? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. S'ils avaient dit on fait STAPS, j'aurais rien dit. Mais il se trouve qu'ils ont choisi des études qui correspondent à d'autres choses que l'enseignement du sport. Pourquoi, comment, j'ai jamais posé la question, mais en tous les cas, c'est une constatation. Je veux dire, est-ce que vous pensez que le club a une vraie influence là-dedans? Florence, vous qui enseignez maintenant en tant que professeur principal au club, vous devez voir ça. Je pense que oui. Je pense que oui. Alors, je ne vois pas forcément sur le haut niveau. Enfin, ça, c'est encore quelque chose de particulier. Mais par exemple, chaque année, on voit les comportements évoluer. L'année dernière encore, on a eu un gamin qui est arrivé complètement en dedans, introverti, froussard, qui rendait fou ses parents parce que justement, il était un peu le souffre-douleur en plus de ses petits camarades à l'école. Et puis, au mois de juin, c'était plus le même, quoi. Et les parents ont reconnu, chose rare, que c'était grâce au judo. Que c'était grâce au judo. Un autre garçon, là, un adulte cette fois-ci, qui est arrivé ceinture blanche au club, un grand gaillard bien costaud, tendu, peur de se mettre en déséquilibre, et pareil, à la fin du mois de juin, c'était plus le même. Un des meilleurs hookés avec lequel on adorait faire randori à la fin, parce que complètement relâché. Et ça a changé aussi un petit peu les choses avec sa copine, par exemple. Il faut que je traduise un peu pour le grand public. Hooké, c'est celui qui subit la technique, donc c'est pas celui qui prend l'initiative. Celui qui aide l'autre. Celui qui aide l'autre, pardon, donc le partenaire. Parce qu'il y a deux protagonistes dans les techniques. En judo, il y a Tori et Uke. Tori, c'est celui qui exécute la technique sur Uke, qui reçoit la technique. Je suis bon? Et qui aide. Je veux dire, si Tori a un petit défaut quelconque dans l'exécution de son mouvement, un Uke intelligent et digne de son rôle d'Uke, il va compenser juste ce qu'il faut pour que Tori y arrive. Okay. Et en prenant conscience de l'aide que lui apporte son Uke, Tori va s'améliorer. Et Uke par la même occasion, parce qu'il se dit, attends, il n'arrive pas à faire ça, alors je vais faire ça pour l'aider. Rien que le fait de se dire, pour aider, je fais ça, ça veut dire que si moi je le fais, je dois veiller à ce qu'il n'ait pas besoin de me donner son aide. Oui, je vois. Ok. Et pour en revenir au judo, donc du coup, pour moi, le judo est un sport. Parce que tout ce dont on a parlé maintenant, pour moi, c'est le sport. C'est vraiment l'archétype du sport. C'est-à-dire que c'est vraiment... c'est la devise du sport. C'est mens sana in corpore sano. C'est un esprit sain dans un corps sain. Oui. Donc le judo est un sport, monsieur Vignier. Je dis, c'est un sport aussi, mais pas que. Pas que. Je veux dire, et le côté sportif ne va se développer qu'à partir du moment où l'individu veut qu'il se développe. J'ai l'impression que vous faites une confusion entre le côté sportif et le côté compétitif. Sportif sans compétition, je vois pas ce que ça veut dire. Oh, il y a des sports sans compétition, il y en a plein. L'aïkido, par exemple. C'est pas un sport. Oh, alors là, vous êtes... Non, c'est pas un sport. C'est un art martial, mais c'est un sport. C'est un art martial, mais c'est pas un sport. Je veux dire, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. Alors donc, sport ne peut entendre que compétition. Peut entendre principalement la compétition. Sinon, ça ne veut pas dire grand-chose. Pour moi. C'est vrai. C'est vrai que j'ai peu d'exemples de sports sans compétition. Il y a eu la capoeira pendant longtemps, qui n'avait pas de compétition. Compétition, ça veut dire il y a un premier, il y a un deuxième, il y a deux troisièmes éventuellement, puisque dans notre sport, il y en a deux troisièmes, et sinon, il n'y a qu'un troisième. Je veux dire, il y a un classement. Il y a un classement pour cette épreuve. Ça ne veut pas dire que si cette épreuve avait eu lieu la veille ou le lendemain, peut-être qu'il ne serait pas classé, il ne serait pas sur le podium. Alors ça, c'est un truc intéressant, Florence. J'ai l'impression qu'en judo, c'est plus dur que dans d'autres sports d'être classé, justement. C'est-à-dire que la défaite est plus difficile à digérer, les compétitions sont psychologiquement dures pour les gosses. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pression en judo. Alors oui, effectivement, quand vous prenez un pion ou quand vous faites immobiliser, quelque part, il y a quelque chose d'humiliant.
c'est l'ego hein, qui en prend un coup en fait, mais parce que il y a difficilement d'excuses en fait quand on perd. Simplement, l'autre a été plus fort que vous à ce moment-là. Et il y a pas d'excuses. Alors oui, on peut dire l'arbitre, on peut dire oui, mais comme partout, hein, je veux dire, à un moment donné, il faut savoir aussi se remettre en question. Et le fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il n'y ait pas de médias et qu'on soit au contact direct, vous avez la pleine vérité en pleine poire à ce moment-là, ce jour-là, à cette heure-là, que vous avez pris une tôle. Monsieur Bigny ? Bien sûr que c'est particulier. Il ne faut pas oublier que c'est un sport individuel. C'est vrai. Il y a des bizarreries là-dedans. C'est-à-dire que c'est un sport individuel, mais vous avez besoin de tout le monde pour vous préparer à être individuel. Comme beaucoup de sports individuels, Absolument. D'ailleurs. Et regardez ce qui se passe dans les sports d'équipe. Mm-hmm. Lorsque vous écoutez les commentateurs, ils recherchent en permanence à encenser un élément. Or, quand vous êtes dans une équipe de rugby, de foot, de handball, de volley, etc., vous êtes tributaire de tous les autres membres de l'équipe. Donc il n'y a pas à distinguer, lui il a eu le... Si par exemple, il n'y avait pas eu un Copa, il n'y aurait pas eu de Fontaine. Ok, mais alors je vais prendre le contre-pied, je vais me faire l'avocat du diable. Dans les équipes, il y a souvent des éléments qui tirent l'équipe vers le haut. Et il y a des différences de niveau dans les équipes. Une équipe est composée d'individus. Donc chaque individu amène ce qu'il est à même d'amener. Je veux dire, et qui est capable d'amener. Fontaine, je prends cet exemple parce que ça m'est venu comme ça. Fontaine était un buteur merveilleux, mais dans le dernier geste. Mais c'est un spécialiste de ce dernier geste. Et il fallait bien qu'il y ait des coadjuteurs pour lui envoyer le ballon et qu'il puisse faire ce dernier geste. Ouais. Et il a fallu que celui qui a fait ce dernier geste, il a fallu qu'il se débarrasse d'un nombre conséquent d'adversaires pour pouvoir envoyer le ballon au bon moment, au bon endroit. Comment ça se retranscrit ça dans le judo ? Parce qu'en judo, le gars, il est tout seul face à l'adversaire. Absolument. Donc, qui l'aide ? C'est son entraîneur, son coach, c'est Uke au dojo ? Il s'aide lui. Okay. Déjà, dans un premier temps, je veux dire, quand on est au milieu sur le tapis, c'est lui qui s'aide avant tout. Mais c'est aussi le fruit d'un travail qui a été fait auparavant. Enfin, nous, c'est le discours que l'on tient à nos élèves quand ils vont en compétition. Vous n'allez pas inventer le jour de la compétition ce que vous n'avez pas fait auparavant. Donc c'est lui avec lui. Ensuite, vous parliez de leader dans une équipe, etc. Nous, on a aussi des élèves qui sont un peu plus dans la prise d'initiative, d'autres qui sont un peu plus en dedans, etc. Mais notre discours, c'est de faire comprendre que sans les autres, ils ne peuvent rien faire. C'est l'entente et la prospérité mutuelle. Je veux dire, c'est important. C'est important parce que déjà, ça calme un petit peu les égos parfois surdimensionnés et qui auraient tendance à croire qu'ils sont arrivés par eux-mêmes. Oui, c'est eux d'abord qui ont fait le travail, mais s'ils n'avaient pas eu des professeurs, des partenaires, d'ailleurs des petits ou des plus costauds, des plus fragiles ou des moins fragiles. Enfin, je veux dire, tout ça, ça fait que ça marche bien. Vous parliez tout à l'heure de l'INSEP, par exemple. Moi, j'ai connu... pour moi, l'INSEP, c'était une sphère à part. Il y a eu vraiment un fossé. Il y en a encore un on essaye de l'amenuiser, mais il y a un fossé entre les petits clubs et l'INSEP, par exemple. Entre les deux, il y a maintenant le sport-études qui fait quand même un boulot... un peu de lien entre les deux, quoi. Ça fait le lien, mais il y a un fossé. Il y a un fossé. Tout à l'heure, j'ai parlé de plaisir, mais on s'aperçoit qu'il y a du judo de compétition et du judo de loisir. Ouais.
alors que le plaisir devrait être à tous les niveaux et faire revenir des athlètes de haut niveau sur des stages de petits clubs, comme on a eu le cas cette année quand on a fait le stage de Montpellier, où on a vu des athlètes de haut niveau eux-mêmes en stage de haut niveau sur Montpellier, revenir un petit peu avec des gens qui sont des professeurs de club ou des judokas simplement là. Je veux dire, là moi je m'y retrouve là, c'est-à-dire que chacun est capable de piocher en fait dans chacun. Ouais. Ça enlève rien. Je veux dire, si vous prenez quelqu'un qui fait randori et qui va chuter plus que l'autre, alors oui, ça énerve un petit peu pour celui qui chute, mais ça n'enlève rien au fait que il est aussi il a tout autant le droit d'être là, quoi. Ouais. C'est pas, d'un point de vue extérieur, parce que moi je pratique pas le judo en réalité, hein. J'ai pratiqué un peu quand j'étais plus jeune, mais maintenant je pratique plus. D'un point de vue du grand public, on va dire, on voit les gens qui évoluent dans tous les sports, que ce soit le foot, le basket, le rugby, Dieu sait quoi, et il y a ce culte un peu de la personnalité du sportif depuis quelques années. Donc on a l'impression, en lisant les journaux ou en regardant la télé, que le gars il est arrivé grâce à son talent et grâce au ciel, quoi, c'est tout. Or c'est pas le cas. Tout à fait. Mais vous citez des sports où il faut être bankable. Pas toujours, même en karaté, même dans d'autres sports, hein, même en boxe anglaise. C'est pareil, la boxe anglaise, quand vous arrivez au niveau des championnats d'Europe ou des championnats du monde, etc., vous êtes un autre personnage. Il y a un peu l'image qui joue peut-être, ouais. L'image, quand on voit les gars, il y a qu'à regarder un petit peu. Hein, comment il s'appelle cet affreux-là? Alors, un affreux. Mike Tyson? Voilà. Tyson, avec les tatouages sur la figure, etc. Pourquoi est-ce qu'on se met des boucles d'oreilles, on se met des bandeaux avec des coupes de cheveux invraisemblables? Pourquoi est-ce qu'on fait des gestes que l'on essaye de trouver très personnels quand on a marqué un but de façon à ce que ce soit télégénique? C'est vrai. Mais c'est aussi une autre mentalité, je pense, parce qu'ils sont pas du tout traditionnalistes, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais d'ailleurs, vous, dans le judo, à Cagnes-sur-Mer, vous avez un club qui est plutôt proche de la tradition, qui est un peu moins compétitif que, par exemple, des gros clubs comme Saint-Laurent-du-Var ou comme les clubs de Nice. Mais pourtant, vous avez quand même cette envie toujours d'envoyer les judokas, les jeunes en compétition. Moi, d'un point de vue extérieur, je fais du karaté. Moi, j'aime pas la compétition, j'irai jamais, hein. Ça me branche pas du tout. Moi, je fais du karaté parce que ça me plaît de pratiquer en club, c'est tout. Vous n'aimez pas la compétition? La grande question, c'est pourquoi? Je vous demande pas de répondre, oui. Hein, mais je veux dire, c'est pourquoi? Pourquoi vous n'aimez pas la compétition? Quand on est jeune, la compétition, elle est évidente à tous les moments de la vie. Aussi petit soit-on, je saute plus loin que toi, je cours plus vite que toi, je saute plus haut que toi, je fais ça mieux que toi. La compétition est permanente. Donc pourquoi, tout à coup, en grandissant, on perd cet attrait pour la compétition? Moi, je trouve que c'est extraordinaire, la compétition. J'ai coutume de dire que la compétition en judo, je parle de ce que je connais, la compétition en judo, c'est l'épreuve ultime dans la formation de l'humain. Je sais pas, pour être honnête. Je peux vous expliquer si vous savez pas. En fait, je pars du principe que la compétition, c'est un choix. Or, on voit bien qu'il y a d'excellents judokas qui ne font pas de... Vous en croisez tous les jours dans des clubs, des gens qui ne font pas de compétition, qui s'entraînent dans les clubs, qui sont de bons judokas. Est-ce que vous avez écouté ce que je vous ai dit? Oui. C'est l'épreuve ultime dans la formation de l'humain. C'est-à-dire que si vous êtes vindicatif, que vous faites des mouvements devant la glace et que vous imaginez que vous lui éclatez la tronche, etc., c'est bien. Mais si vous ne voulez pas faire de compétition, il faut m'expliquer. Ça relève du psychanalyste. Hein. Mais non, parce qu'on peut se tester en club. La compétition ne sert qu'à remporter des médailles. La compétition, c'est principalement la rencontre avec des gens que vous ne connaissez pas, d'accord, qui ont une formation éventuellement différente de la vôtre, une école
différente de la vôtre, etc. Et vous allez être confronté à ces problèmes. Ouais. Si vous arrivez à résoudre ces problèmes, bravo, vous avez franchi une marche. Et si vous n'y arrivez pas, eh ben, il faut remettre en question votre montée des marches. Oui, ça me semble évident, mais il n'y a pas besoin de faire de la compétition pour ça. Parce que moi, par exemple, je pratique la boxe anglaise. Alors c'est une supercherie. Non, la compétition est une supercherie. Parce que la compétition, moi, je pense qu'en arts martiaux, ça sert à rien. Je suis désolé, monsieur Bigny. Ah, rien du tout. Mais alors vraiment, rien du tout, du tout. Je pratique la boxe anglaise. Si je change de club et que je vais m'entraîner avec des amis dans un autre club, bah, je vais rencontrer des gens qui n'ont pas la même formation que moi, qui peut-être vont me battre, peut-être pas, mais je vais pas gagner de médaille, je m'en fous. Mais le problème, c'est que s'il n'y a pas de compétition, vous allez imaginer quelque part, vous allez faire travailler votre imagination parce que vous avez fait des rounds d'entraînement avec un partenaire et que vous lui en avez mis un petit peu plus que lui ne vous en a mis, et vous allez construire votre résultat du combat tout seul. Oh, je suis pas sûr que ce soit si... Oh, je crois pas. Quand on est honnête avec soi-même, on sait très bien tout. C'est comme en judo. Vous rencontrez un judoka que vous avez jamais vu. Vous savez tout de suite s'il est plus fort que vous ou pas. Condition sine qua non, c'est d'être capable d'être honnête avec soi-même. Ah bah oui, quand même. Ah ouais, mais si quand vous en trouvez, vous pouvez me les envoyer, je les prends de suite. Ça arrive souvent, Florence, qu'il y ait des judokas ou des débutants ou même des avancés qui aient une opinion d'eux-mêmes qui est différente de la réalité, très différente. Oui, ça arrive tout le temps. Ah ouais, à ce point-là, okay. Mais ça arrive tout le temps. En fait, mais même moi, hein, je veux dire, il y a des fois où j'ai l'impression que je vais faire une compétition, ça m'est arrivé, j'ai tout déchiré, par exemple. Et en fait, il s'est passé un truc, un quart d'heure avant le premier combat, et tout peut être inversé. On voit des enfants qui arrivent au club et qui veulent essayer le judo, donc qui tannent leurs parents pour qu'ils les amènent dans un club de judo parce que ils ont une idée de ce qu'est le combat. Ouais. Et en fait, ils s'aperçoivent quand ils font un premier cours ou un deuxième, c'est pas du tout ce qu'ils ont prévu. Mais je pense que pour des enfants, c'est normal qu'ils aient pas l'idée de leur valeur, qu'ils savent pas jauger leur propre valeur par rapport aux autres. C'est tout le temps. Mais pour des adultes, et ça suffit pas dans le raisonnement. Vous dites c'est normal qu'ils ne sachent pas. Oui, mais alors il est encore plus anormal qu'ils croient sans savoir qu'ils sont les meilleurs du monde. Pour des enfants. Non, il n'y a pas d'âge. C'est une question d'éducation. Tu es pas plus, pas moins que quiconque autre. Maintenant, si tu veux nous prouver qu'effectivement tu as une valeur supérieure, alors fais le nécessaire pour le prouver. Je sais pas, moi je pense que c'est un peu d'ego la compétition, voire beaucoup d'ego. Un peu d'ego, la compétition. C'est de prouver qu'on est meilleur que les autres. Ce qui n'a aucun intérêt. Je suis assez d'accord avec ce raisonnement. Bien que les autres, je n'étais pas tout à fait d'accord, mais je suis assez d'accord avec ça. Je veux dire, mais on peut fort bien former des combattants, dans toute l'acception du terme, des combattants qui n'ont pas cette idée-là, qui ont simplement de dire j'ai travaillé pour savoir faire un certain nombre de choses, voyons si ça marche. Mais parce qu'en judo, c'est particulier. C'est pas comme en karaté, en aïkido ou en boxe. En judo, la compétition est nécessaire à la maîtrise de la tradition. C'est-à-dire qu'en judo, quand vous passez les grades, ça passe forcément par la compétition. Vous devez marquer des points en compétition, vous devez être techniquement valable en compétition. Oui. En karaté ou en aïkido, on peut avoir ces grades sans jamais faire de compétition. En karaté, la maîtrise des katas, c'est déjà une vie de travail. Alors, comment vous jugez ça ? Moi, je ne juge pas, mais je n'en pense pas moins, comme vous, monsieur Bing. Alors, je veux dire, Aïkido, je vais parodier un petit peu les Aïkidokas me pardonneront. Je veux dire, tu me prends là, je te fais ça. Tu me prends là, je te fais ça. Tu me prends là, je te fais ça. Et s'il prend ailleurs... Ils sont un petit peu à l'extrême de ce que vous avez expliqué à propos de Tori et Uke. C'est-à-dire que Uke aide beaucoup Tori à faire les choses en Aïkido, justement parce qu'il n'y a pas de compétition. Là, je vous rejoins. Mais il y a des sports dans lesquels la simple maîtrise du geste, c'est déjà une vie de travail. Je pense par exemple, moi j'aime bien les sports de précision, je pense au tir à l'arc.
Au tir à l'arc, même si on ne s'engage pas en compétition, le simple fait au début de mettre la flèche dans la cible, c'est déjà des semaines de travail. On parle d'ego, on parle effectivement de compétition, mais je crois que si on parle un petit peu du fait que la compétition, c'est aussi un moyen pour progresser soi-même, la façon de voir les choses est différente en fait. Il y a forcément une part d'ego. Enfin, moi, je dis plus, il faut du caractère pour aller en compétition parce que c'est pas facile. C'est pas facile, on l'a dit tout à l'heure, vous vous retrouvez seul sur le tatami face à l'adversaire. Et c'est une confrontation comme on en retrouve dans la vie d'ailleurs. Quand on va chercher un boulot, on va être confronté à un employeur qui va avoir besoin d'un candidat et peut-être que ce sera vous, mais il va falloir avoir des arguments pour ça. Et je crois que c'est aussi en ça que c'est intéressant la compétition, c'est-à-dire que quand vous êtes confronté à des situations pas banales, avec un enjeu, pas très important, mais avec un enjeu, je pense que c'est là où ça aide à former les individus, ça aide à former les élèves, et ça permet, encore une fois, le discours, ça dépend le discours des professeurs. Il y a aussi le fait que la compétition permet de souder les uns et les autres. Parce qu'on a conscience que l'on représente un club, que l'on représente ses professeurs, une ville, un pays. Il y a le fait que, toujours pareil, si vous avez conscience que sans les autres vous n'êtes rien, il y a aussi cette capacité, la compétition permet de développer un collectif, de développer, et je pense que ça c'est important. Il y a aussi le fait que il y a le grade. Par exemple, moi j'ai des parents d'élèves qui me disent mais moi j'ai fait de la natation, histoire de grade, on n'avait pas ça. Puis, ceinture jaune, ceinture orange, c'est premier dan, pour les gens qui font d'autres sports, qui en ont fait d'autres. Pour eux, c'est bizarre. Vraiment, c'est bizarre. C'est marrant d'ailleurs parce que Jigoro Kano avait copié les nageurs à l'origine pour les ceintures blanches et les ceintures noires. Copié les nageurs. Ah. Les nageurs avaient des maillots, je crois, de différentes couleurs ou quelque chose comme ça. Et il avait dit, tiens, ça c'est une bonne idée, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de grade en natation. Quand on se penche un petit peu sur la question, c'est il y a des grades dans d'autres domaines au Japon, dans l'ikebana, dans la cérémonie du thé, par exemple, il y a des grades, il y a des sensei, etc. Il y a des professeurs. Chanoyu, les grands maîtres de la cérémonie du thé, ils ont une graduation comme nous. Oui, il y a des dames, c'est pareil. Ouais. Et je pense que ça, c'est une particularité aussi de notre discipline. Alors bon, c'est un petit peu dévoyé avec le temps maintenant. Je veux dire, la course au grade, c'est une espèce de flagornerie qui s'est installée. Enfin bon, je veux pas aborder la question. Alain, je pense qu'il est prêt pour ça. Il aurait beaucoup à dire, ouais. Mais je pense que ça a du sens quand effectivement on se penche sur le fait que ça permet de progresser soi-même, ça permet de transmettre, d'être capable de proposer des arguments, d'être capable de faire des gestes suffisamment précis pour que ça devienne un art. Et ça, c'est pas banal quand même. Et il n'y a pas de judokas qui vont sur ce chemin-là sans passer par la compétition. Imaginons que moi, je me lance dans le judo. Je me dis, ok, il y a beaucoup de techniques, il y a des katas, il faut maîtriser les techniques au sol, les techniques debout, les immobilisations, les étranglements. C'est riche, le judo, techniquement. C'est une vie de pratique pour tout maîtriser. Et simplement de faire ça bien, c'est déjà pas mal. Pourquoi avoir besoin de compétition ? Alors, je sais que si on passe par la case compétition, on gagne vachement de temps, en fait. Ah ouais ? Ouais. On gagne du temps. Pour moi, on gagne du temps parce que quand vous êtes confronté en compétition, il n'y a pas de chorégraphie. Je veux dire, l'autre en face, il n'est pas d'accord, quoi. Donc, il va falloir trouver le moyen quand même de le planter ou de l'immobiliser, etc. Et ça permet de développer une analyse de sa propre pratique
qui fait que vous pouvez gagner du temps dans certaines situations. Ça passe pas par le filtre du cerveau, j'ai envie de vous dire, ça passe par le filtre du corps. C'est le corps qui pense. Vous l'avez vécu dans vos tripes, vous l'avez subi, vous l'avez ou pas d'ailleurs, mais je veux dire, on gagne du temps en fait. Monsieur Bigny ? À propos des grades, on a très souvent des parents d'élèves qui viennent nous dire mais quand c'est que mon fils il passe ceinture jaune ou ceinture orange ou ceinture verte, ma réponse est toujours la même, quand on veut. Quand il a le niveau. J'ai pas besoin de spécifier ça. Oui. Je veux dire, normalement, j'ai pas besoin de le faire. Je veux dire, quand on veut. Par contre, les raisons pour lesquelles on veut ou on veut pas, elles sont claires dans nos têtes. Je veux dire, il y a des choses à nous prouver, maîtriser, etc. Ça. Pourquoi il n'y a pas de passage de grade au judo club de Cagnes-sur-Mer? Tiens, ça je savais même pas. Vous faites pas de passage de grade? Non, jamais. Ça alors, mais c'est une spécificité rare? Jamais. Ok. Pourquoi? Simplement parce que si vous annoncez tel jour, telle heure, il va y avoir un passage de grade, vous allez avoir un nombre conséquent d'élèves qui vont bachoter. Ouais. Et qui, pendant une semaine, à n'en plus pouvoir, ils vont réviser tout le Gokyo, enfin tous les éléments du Gokyo, c'est-à-dire du code des mouvements de judo, et vont les trucs, de façon à ce que le jour de l'examen, ils vous donnent pile poil ce que vous attendez. Ça ne, pour nous, ça ne signifie rien du tout quant à leur vraie valeur. Une valeur, c'est quelque chose que vous travaillez, que vous donnez, vous travaillez pour vous le donner, pour vous la donner, cette valeur. Je veux dire, c'est au jour le jour, c'est à longueur de mois, à longueur d'années. Je veux dire, c'était la manière de faire des premiers professeurs en réalité. Absolument, oui. Mais depuis fort longtemps, il y a des passages de grade dans tous les clubs. Je crois que vous-même, vous avez passé des grades lors de passages de grade? Non. Non, avec Monsieur De Giovannini? Avec Monsieur De Giovannini, on allait faire des passages de grade, c'est-à-dire les shiai, les combats, qui étaient destinés à marquer des points qui vont servir à dire « Ah, voilà, j'en ai tant, je peux avoir le truc ». Simplement parce que ça faisait un entraînement en situation de plus. Vous parliez des combats avec les amis, machin, etc. C'est bien avec les amis, mais avec les gens qui ne sont pas vos amis, qui ne sont pas vos ennemis non plus, éventuellement. Mais c'est surtout pas vos amis, donc vous n'avez pas de déférence à avoir, etc. Ça donne une pratique et une preuve de bonne pratique supplémentaire. Donc on allait passer les grades comme ça. Moi je passais jusqu'à 4e dan, j'allais, je faisais des combats, je me souciais combien j'ai de points. Ah ben oui, je l'ai inscrit sur le passeport, et puis ça reste là. Puis à additionner, ça finit par faire 100, 120, 130, 140, etc. Quand je suis arrivé 4e dan, il n'y avait pas de 5e dan de compétition. J'ai cessé de courir après un dan de compétition. D'ailleurs, j'ai jamais couru derrière un grade. J'ai couru derrière les compétitions qui permettaient d'avoir des grades, parce que c'était des entraînements particuliers. Et c'est comme ça que nous le présentait notre prof. Je veux dire, et puis après, quand j'ai eu un certain âge, hop, ils ont remis le 5e dan, compétition. J'ai dit, mince, j'avais plus de 40 ans. J'ai dit, mince, j'ai fait 1, 2, 3, 4. Allez, je vais faire 5. Et ça m'a demandé plus de temps presque que pour passer mes 4 premiers grades. Ça m'a demandé des voyages, des fois revenir de Paris avec Fanny. Ah ouais, c'est-à-dire bredouille. C'est terrible, je veux dire, on n'est plus... Parce qu'il faut expliquer pour le grand public, il faut marquer, je crois, 40 et quelques points pour les premiers dan, et ensuite c'est de plus en plus, c'est ça ? Alors oui, effectivement, il y a deux possibilités. Il y a la possibilité soit de passer le grade en technique, sans passer par la case compétition, et la possibilité de le passer en compétition, et depuis peu, avec quand même une prestation technique à faire aussi. Oui, voilà, en fait, donc soit vous avez la possibilité de faire un seul shiai, donc une compétition dédiée
au marquage des points. Ouais. Si vous en marquez 44 d'un coup, donc c'est 5 combats, 5 victoires par Waza-Ari ou par Ippon, hop, votre UV, votre épreuve compétition est terminée. Et sinon, c'est sur la durée, donc c'est 100 points pour les premiers, deuxième et troisième dan, et 120 pour les quatrièmes. Donc, donc 100 points en considérant que Ippon, donc le fait de faire chuter l'adversaire, c'est 10 points. 10 points. Et après, il y a Waza-Ari, donc c'est aussi une chute, mais qui n'est pas sur le dos et net, qui est sur le côté, je crois, ou qui est un peu moins net. C'est ça. Oui, c'est pour le grand public. Voilà, il y a un règlement particulier pour dire dans ces conditions il y a Waza-Ari et non pas ou Yuko ou etc. ou Ippon. Je veux dire, et Waza-Ari compte 7 points. Donc, quelqu'un qui ne marquerait pas d'un coup les 44 points devrait faire plusieurs compétitions jusqu'à marquer les 100 points nécessaires. C'est ça. Ce qui fait que les gens sont poussés à faire de la compétition. Absolument. Sans quoi, ils n'iraient peut-être pas. Mais je ne vous cacherai pas que les gens qui sont passés techniques n'ont pas le respect de certains d'entre nous qui ont du mal à concevoir que l'on puisse ne pas faire de compétition quand on fait un sport de combat. Et est-ce qu'ils sont moins forts pour autant ? J'ai tendance à dire que de toute façon, ils ont prouvé, ils n'ont pas prouvé qu'ils étaient plus forts. Ils ont pratiquement prouvé qu'ils n'osaient pas y aller. Est-ce que c'est pour ça ? Ou qu'ils ne voulaient pas y aller, mais par contre, ils ne nous ont pas exposé les raisons pour lesquelles. Et peut-être que c'est inavouable. Je pense que dans un monde comme le nôtre, il faut admettre aussi qu'il y a des gens qui ne soient pas attirés par la compétition. Moi, ça me ferait chier d'aller en compétition. Mais comprenez bien. Moi, c'est pas le fait qu'ils aillent faire de la compétition ou pas de la compétition. Ce qui m'importe, c'est pourquoi ils ne veulent pas y aller. Pourquoi ils n'aiment pas la compétition ? Ça, mais personne n'y répond. Parce que ça va faire appel à peut-être des souvenirs de jeunesse. Enfin, ça relève de la psychanalyse. Mais j'en suis persuadé de ça. Bon, on va arriver à la conclusion doucement, parce que ça fait 1 heure qu'on tourne. Donc on a beaucoup parlé de compétition, mine de rien. On a parlé du judo club de Cagnes-sur-Mer, qui, je le rappelle, est votre club. Je vous remercie d'être venu pour ce premier épisode du podcast. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux de Budo Édition, donc sur Facebook et sur Instagram. Et on dit merci à Florence Carré et à Monsieur Gabriel Ligny pour ce premier épisode. Merci à vous. Retrouvez tous vos livres de sport au Vestiaire Amo et tous nos ouvrages sur budo.fr.